par le Premier ministre Samalou Kondé II. Vous avez tous suivi qu'il y a eu remaniement dans la nuit du 23 mars et que plusieurs personnalités ont fait leur entrée au gouvernement de la République et que dans ces gouvernements, il y a eu en plus de 14 femmes qui avaient avant, il y en a eu 2 de plus, ça fait 16. C'est vous dire l'engagement du président de la République envers la gente féminine. Dans les briefings de ce soir, nous allons revenir sur ce qu'ont été le premier mot du président de la République aux différents membres du gouvernement qui ont été nommés, qui s'est retrouvé pour la première fois autour de lui et du Premier ministre dans le cadre du Conseil de ministres, mais aussi les lignes maîtresses qui ont été tracées par le Premier ministre chef du gouvernement. Comme vous le savez, nous avons plusieurs missions et défis à relever. Il était donc question au cours de cette réunion du Conseil de ministres de suivre les instructions, si je peux m'exprimer ainsi, de l'autorité suprême, mais aussi du chef d'équipe, à l'occurrence le Premier ministre chef du gouvernement, pour voir dans quelle mesure nous allons recentrer notre action et évidemment mettre à profit l'expertise des personnalités qui ont été nommées dans le gouvernement Samalou Kondé II. Les sujets ce soir, c'est aussi revenir brièvement sur cette attaque, cette agression qu'a subi l'un de nôtres, en l'occurrence le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, M. Christian Bossembe. Je l'ai encore eu une nouvelle fois avant de commencer cet exercice. Il a porté plainte et nous allons nous assurer du suivi avec les autorités françaises pour que ceux qui pensent que par la violence ils peuvent triompher répondent de leurs actes devant la justice. Je reviendrai aussi parce que j'ai beaucoup lu notamment beaucoup de manipulations au sujet du déploiement de la force régionale. On parle de balkanisation, on va même jusqu'à relayer les discours tenus par le M23 en disant que les forces armées de la République démocratique du Congo seraient interdites dans certains pans du territoire. C'est extrêmement grave, relayer de tels propos qui peuvent conduire à des manifestations de colère de la population. Ici, j'aurai le temps de le démontrer. Nous sommes plutôt dans l'effectivité de l'application des mesures qui ont été décidées par les différents chefs d'État. Je pourrai, à l'occasion de cet exercice, vous dire comment les forces régionales qui devaient arriver, toutes sont arrivées, et comment ils vont se déployer en République démocratique du Congo, parce qu'il est question qu'ils se déploient, que l'M23 se retire, et que progressivement les forces armées de la République démocratique du Congo reprennent de l'espace, parce qu'il est ici question d'éviter la confrontation qui risque de conduire à des situations, des drames. Mais pour revenir aux propos du président de la République, en dehors évidemment des mots de félicitations qu'il a eus pour ceux qui ont été nommés et des mots de remerciement qu'il a eus pour ceux qui étaient avec nous dans le gouvernement et qui l'ont quitté, vous savez, la République fonctionne aussi de cette manière-là. Le président de la République a tenu à nous rappeler les missions qui sont les nôtres dans le contexte politique actuel. D'abord, c'est le retour de la paix et de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. C'est des efforts continus pour la maîtrise du cadre macroéconomique, particulièrement la situation du franc congolais. Et donc, de ce point de vue, des orientations précises ont été données aux ministres qui sont dans les secteurs de l'ECOFIN, qui seront dirigés par le vice-premier ministre Vital Kamerhe, pour que tout soit mis en œuvre pour préserver la stabilité du franc congolais. Mais les autres priorités, c'est aussi la tenue des élections. Vous savez que c'est un engagement que nous avons pris et sur lequel le gouvernement travaille en étroite collaboration avec la Commission électorale nationale indépendante. On a parlé des sports parce qu'il est aussi nécessaire de regarder comment nous reconnaissons la place des jeunes, comment on les encadre. Tous ces points ont été abordés par le président de la République qui nous a rappelé et qui nous a appelés à l'observance stricte des principes directeurs qui doivent conduire chaque membre du gouvernement, à savoir la solidarité gouvernementale, le respect des secrets des délibérés, la subordination hiérarchique et la collégialité. Vous savez bien que le gouvernement est un corps institué où tous les membres sont tenus d'être solidaires. Vous savez que les délibérations du Conseil de ministres se font à huis clos et qui relèvent, ils sont revêtus du sceau du secret, et que tous ces principes devaient être particulièrement suivis par chacun des membres du gouvernement qui a été désigné pour s'assurer que nous travaillons et nous donnons les résultats qui sont attendus de nous par nos populations.
Le président de la République a appelé aussi à la subordination hiérarchique, qui est un principe cardinal, parce que le gouvernement est un corps avec une structure institutionnelle verticale où il y a une hiérarchie, le président de la République, le Premier ministre, qui fixe les caps et qui nécessite le suivi de ces instructions par les différents membres du gouvernement. Il a parlé des collégialités parce qu'il est important qu'entre nous, membres du gouvernement, nous puissions travailler dans un esprit d'équipe. Il ne s'agit pas seulement ici de travailler entre nous, membres du gouvernement, mais il s'agit ici aussi de travailler notamment avec le cabinet du président de la République, les deux chambres du Parlement, mais aussi les institutions judiciaires et toutes les structures sociales, parce que le gouvernement représente justement la colonne vertébrale de l'action portée par le président de la République. Dans sa suite, le Premier ministre a eu l'occasion de présenter les nouveaux membres du gouvernement au président de la République, mais aussi présenter les ajustements qui ont été opérés dans le cadre de ce gouvernement. Il y a 46 membres du gouvernement qui ont été maintenus, 10 ont été permutés, 36 ont maintenu leur poste. 6 d'entre nous ont quitté le gouvernement, 12 nouveaux membres ont fait l'entrée. Je disais tout à l'heure qu'il y avait 16 femmes, 2 de plus que le gouvernement précédent. Et le Premier ministre a adressé ses encouragements et nous a appelés à plus d'abnégation et d'engagement dans le cadre du travail qui est les nôtres. Voilà plus ou moins les mots qui ont été dits par le président de la République et les premiers ministres à l'ouverture de ce Conseil de ministres. Vous avez eu l'occasion donc de suivre le compte-rendu de ce qui a été dit. Parallèlement à cela, vous savez que le retour de la paix est un de nos objectifs principaux. Vous savez que dans le cadre du processus de Luanda, depuis le 23 novembre dernier, nous avions convenu d'une feuille de route qui a fait l'objet des discussions des chefs d'État en marge du dernier sommet de l'Union africaine, où il y avait un plan et où tous les acteurs étaient impliqués pour que ces plans puissent être mis en œuvre. Nous assistons donc à la mise en œuvre de ces plans et d'ailleurs, je vous informe que le chef d'état-major général de l'armée ougandaise séjourne à Kinshasa où il a eu des réunions avec les chefs d'état-major de l'armée de la République démocratique du Congo. Ils ont aussi eu l'occasion de rencontrer le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, avec qui ils ont discuté. Vous savez que nous avons des opérations conjointes que nous menons avec les forces ougandaises dans la partie du Grand Nord, à Béni. Mais vous savez aussi que l'Ouganda est un des pays qui a envoyé ses troupes dans le cadre de l'affaire régionale, cette fois-ci du côté de Bunagana. Il était donc question de discuter de comment cela s'est mis en œuvre. Je rappelle le principe que j'ai dit et redit plusieurs fois dans ces cadres, que la force régionale est une force d'appui aux forces armées de la République démocratique du Congo et que toutes ces troupes qui sont venues en République démocratique du Congo aujourd'hui sont venues à l'invitation du gouvernement congolais dans l'objectif de travailler pour le retour de la paix. Cela ne doit donc pas être interprété comme une quelconque forme de balkanisation, d'autant plus que l'objectif recherché, c'est de parvenir à la fin des hostilités. Dans les schémas qui a été convenu, le M23 qui a commencé progressivement à s'y retirer, va laisser de l'espace suivant les axes qui ont été prévus notamment pour le contingent burundais dans les territoires de Massissi, vers Mushaki, Karuba, Kirolirwe, Kichanga ou Mweso, les contingents ougandais qui vont se déployer dans les territoires de Rutshuru, Bunagana, Tchengerero, Rwanguba, Matebe, Rutshuru Centre, Kiwanja, ou vers le pont Mabenga, et les contingents kenyans qui vont se déployer dans les territoires de Nyiragongo et Rutshuru, Kibati, Kibumba, Rugari et Rumangabo, et dans tous les territoires qui ont été listés, et les Sud-Soudanais se déploieront en colocalisation avec les contingents kenyans, Rumangabo et Katale. Et donc, conformément aux décisions qui ont été prises par les chefs d'état-major général qui se sont régulièrement vus sur le sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo vont garder leur position actuelle jusqu'au retrait du M23 pour que progressivement ils puissent réoccuper les parties du territoire qui étaient jusqu'alors occupées par ces forces terroristes appuyées par le Rwanda. Voilà, en guise d'introduction à notre conversation de ce soir, je serai heureux de pouvoir répondre à votre question. Je voudrais remercier ceux d'entre vous qui ont bravé les soleils avec nous ce matin. On a fait un peu des gymnastiques, nous étions
à l'Université pédagogique nationale pour visiter les travaux qui s'y déroulent. Je pense que beaucoup d'entre vous se sont rendus compte de l'ampleur de travaux qui se font là-bas parce que, vous savez, pour le gouvernement, la priorité dans ces secteurs, ce n'est pas seulement l'amélioration de conditions de vie des enseignants, mais c'est aussi l'amélioration de conditions d'enseignement. Et donc, à l'UPenn, les étudiants vont bénéficier des auditoires modernes avec une capacité d'accueil de home qui va dépasser les 6000 étudiants dans des conditions que vous pourrez voir dans les jours qui viennent ou dans les heures qui viennent, dans les pages que nous allons proposer quant à ceux. Et donc, désormais, dans le cadre du travail qui est les nôtres, régulièrement, nous descendrons sur terrain. Pourquoi pas aller faire un briefing dans les bases où elle est, parce qu'il est aussi question de briser l'enclavement ou les désenclavements, de libérer au plan de la communication les différentes provinces de la République démocratique du Congo. C'est bien pour cela que nous sommes là et que nous faisons cette redevabilité. Alors, à qui la première question? Madame Ekambo. Merci, Excellence, pour la parole. Je m'en vais directement vous demander pourquoi est-ce qu'avec les troupes ougandaises qui sont là, on a bien insisté que ces troupes ne sont pas là, ont une mission qui n'est pas offensive. Alors, c'est plus pour la stabilisation. Est-ce que là, on n'est pas en face de la MONUSCO, d'une MONUSCO bis? C'est vraiment la question que je voulais vous poser. Donc, on va encore assister à une opération qui est tout à fait... donc, où on ne doit pas se défendre, où on ne doit pas agir au cas où il y a l'ennemi qui récidive, qui recommence encore à agir sur le terrain. Madame, vous posez une question qui est très intéressante parce que j'ai lu beaucoup de polémiques sur les sujets et je me suis rendu compte que parfois, nous ne faisons pas toujours beaucoup d'efforts pour lire les communiqués, les différents communiqués qui sont signés par les différents chefs d'État depuis les débuts de ces processus. Je m'en vais vous lire rapidement ou vous rappeler rapidement ce qui a été dit par les chefs d'État au cours de la réunion où il est là. C'est un document qui est à usage militaire, je ne saurais donc pas vous le partager, mais je peux vous lire un extrait qui fixe le cadre de la mission. La mission est déployée dans l'objectif de contenir, de défaire et d'éradiquer les forces négatives opérant à l'est de la République démocratique du Congo. Ici, il faut que les choses soient bien claires. La force, en tout état de cause, c'est les recours ultimes. C'est bien pour ça qu'on a commencé par un processus politique, parce que le groupe armé auquel il faut mettre fin ici, ce n'est pas que les M23. C'est tous les groupes armés qui écument l'Est de la République démocratique du Congo. Et donc, vous avez vu que dans le cadre du processus politique conduit par le président Kenyatta, il y a eu des discussions avec les groupes armés locaux. Et dans ces groupes armés locaux, et d'ailleurs beaucoup, me disait le professeur Serge Chibangu, depuis ces discussions, ont totalement déposé les armes et ils attendent le processus de désarmement et de démobilisation. Donc ici, il faut que les choses soient bien claires. Il y a évidemment le processus qui est laborieux, le processus qui est difficile, parce que là, nous sommes entrés dans une phase critique. C'est dans cette phase, nous allons constater avec vous, de toute façon, vous connaissez notre scepticisme vis-à-vis de l'attitude du M23. Nous allons constater avec vous si dans les jours qui viennent, ils occupent les mêmes positions, si ils ne bougent pas, et en ce moment-là, il y aura la composante militaire qui devra se mettre en branle lorsque les chefs d'État vont constater qu'une nouvelle fois, malgré l'implication personnelle du président Lorenzo, qui a discuté avec la hiérarchie du M23, si les recommandations ou la ligne maîtresse tracée n'est pas respectée, ils seront appelés à agir. Prochaine question, Blaise Aïnda.
Monsieur le ministre, qu'il me plaise d'abord de vous féliciter pour votre reconduction. Au nom de peut-être la confrérie, hein, en tant que confrère, ancien confrère. Je me permets de les dire sans en avoir l'aval. Mais une question, monsieur le ministre, par rapport à ces déploiements de la force de l'EAC. Quand vous parlez d'une contrainte qui pourrait pousser la force à mise en place, elle est certes douloureuse, elle est certes critiquée, nous comprenons parce que nous sommes dans un contexte démocratique, mais au bout du compte, il faut faire confiance au président de la République et au gouvernement. C'est nous qui vous disons tous les jours que nous ne céderons aucun centimètre carré de la République démocratique du Congo. Derrière moi, il y a la campagne défendant la patrie Bendele Koyate. Ce n'est pas de nous et ce n'est pas par nous que la balkanisation va arriver. Pour le reste, toutes ces questions, c'est des questions que nous connaissons, que nous suivons, qui sont prises en charge. Et c'est pour ça que de manière régulière, nous venons vous faire le point de l'évolution, pour éviter justement que toute la machine de la manipulation qui accompagne ces différents processus ne puisse installer les doutes dans les chefs de nos compatriotes. Merci. Merci. On va prendre la question de Jordan Maïnikini. Merci pour la parole, Monsieur le Ministre. Les programmes 2021-2023 du gouvernement s'achèvent à la fin de cette année. J'aimerais savoir quelles sont les priorités pour les 8 mois qui restent. Et ces programmes du gouvernement avaient prévu d'atteindre 36 milliards à fin 2023. Pensez-vous être en mesure d'atteindre cet objectif à la fin de cet exercice budgétaire? Et puis une question subsidiaire, Monsieur le Ministre. Apparemment, le gouvernement reste impuissant face à la dépréciation du franc congolais, face au dollar américain. Et c'est depuis novembre 2022 que la monnaie nationale a amorcé sa dépréciation continue. Alors, j'aimerais savoir comment expliquez-vous cette impuissance du gouvernement et de la Banque mondiale, plutôt de la Banque centrale. Bon, écoutez, moi je ne suis pas tenté de vous suivre parce que lorsque vous parlez de cette dépréciation-là, il faut qu'on soit, nous parlons d'économie, il faut qu'on soit en mesure de situer la marge. Quand nous partons de novembre, décembre, janvier pour arriver à aujourd'hui, quelle est la marge de la dépréciation du franc congolais? Parce que nous, c'est que nous, on a observé au niveau du gouvernement, on a regardé les tableaux, les statistiques en partant du mois de décembre, janvier, février, mars jusqu'à aujourd'hui, on a observé qu'en réalité, il n'y a pas eu de grande fluctuation et que la situation qu'on a observée sur le marché de change serait plutôt la conséquence d'une spéculation. C'est pour ça que vous avez vu, lorsque nous nous sommes réunis autour du Premier ministre pour parler de ces sujets, on a pris la mesure de communiquer quotidiennement le taux de change. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui ont affiché, par exemple, que 1 dollar valait 2500 francs congolais. Aujourd'hui, Jordan, si vous avez 10 dollars, est-ce que vous connaissez un cambiste qui va vous remettre 25 000 francs congolais? Ce serait bien si vous en connaissez un pour qu'on y arrive. Mais cela dit, il faut considérer que notre économie évolue dans un contexte international qui est assez perturbé par la guerre en Ukraine. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, nous résistons plutôt bien et que sur la question du franc congolais, la gouverneure de la Banque centrale nous a encore fait le point dans ses conseils de ministres parce qu'elle était invitée pour qu'on aborde ces sujets. Il y a eu des éléments, des informations qui nous permettent de dire qu'il n'y a pas matière à inquiétude. Mais pour ce qui concerne les questions spécifiques, nous espérons que dans un prochain jour, nous pourrons accueillir la gouverneure de la Banque centrale ici, qui pourra mieux que moi vous expliquer techniquement. Je souhaiterais qu'à l'occasion, vous ayez des chiffres aussi pour étayer votre argumentaire, de sorte que lorsqu'on vous donnera la réponse, qu'on vous donne des réponses précises. Parce que l'objectif ici, c'est de rassurer le Congolais que nous veillons à préserver leur pouvoir d'achat. Et c'est l'une des recommandations principales, vous parlez des missions, que le président de la République a donné à notre gouvernement. Il faut regarder la question de la paix, la question de la sécurité, mais il faut aussi regarder les questions socio-économiques, parce que c'est là que repose le quotidien de tout le monde, et la question du franc congolais, c'est une question cruciale. Alors, vous avez dit si nous serons en mesure d'atteindre l'objectif de 36 milliards. Bon, je suis peut-être mal placé pour vous répondre dans ces conditions, parce que vous voulez qu'on parle de chiffres, mais regardez déjà la marge de progression que nous avions en 2021, on était à 5 milliards et aujourd'hui nous sommes à 16 milliards. Peut-être que nous aurons l'occasion de rediscuter, mais je lisais il y a quelques jours
je pense, une tribune de l'ancien Premier ministre Muzito qui projetait que nous pourrons dans 10 ans atteindre le 165 milliards en budget si nous maintenons la stabilité actuelle. Ça veut dire que, tel que nous évoluons avec la stratégie mise en place par le président de la République, comment nous bouchons tous les trous de ce qui pouvait être considéré comme de moyens de fuite ou de manque à gagner. Aujourd'hui, nous avons gagné dans les conditions d'ailleurs difficiles. Quand vous regardez le contexte mondial, nous avons réussi à tripler le budget. Nous avons fait presque une croissance de 200%. Nous avons un taux de croissance annuel de 8,4% qui est l'un des taux les plus élevés en Afrique. C'est vous dire que nous sommes sur la bonne voie et que si la tendance est maintenue, nous pourrons atteindre et dépasser les prévisions dont vous parlez. Alors, je pense avoir répondu à vos préoccupations. Les missions du gouvernement sont, les priorités sont, le président de la République d'ailleurs dans la conclusion du Conseil des ministres a dit priorité au peuple avant de nous donner son exhortation. Les missions sont connues. D'abord, c'est le retour de la paix et de la sécurité. Vous voyez que c'est les sujets principaux que nous abordons dans nos différentes discussions. Il y a la question électorale qui vient s'imbriquer dans tout ce que nous faisons. Il y a la question de la gratuité, mais qui aujourd'hui elle est consolidée. On n'a presque plus de problème du côté de la gratuité. On va aller davantage dans ce qu'on a déjà commencé. Aujourd'hui, nous étions avec mon collègue Mouindo Nzangi dans la visite des différentes universités. Je n'entre pas dans les débats sur comment nous traitons les questions de professeurs qui parce que prise en charge dans les cas de la commission socio-culturelle du gouvernement, mais vous voyez que les efforts qui sont consentis dans la construction des universités, dans l'amélioration de conditions, dans l'implémentation du LMD, vous fait montrer que nous sommes effectivement en train d'exécuter le plan qui était les nôtres. Et pour les 8 mois qui viennent, nous ne perdrons aucune attention pour être sûr que nous, pour utiliser les mots du président de la République, nous laissons des tâches indélébiles après notre passage au gouvernement. On va prendre la question d'Éric Izami. Félicitations, Excellence, pour la reconduction. Je joins ma voix à Blaise Aïnda qui en a parlé en premier. Et puis, merci pour les efforts fournis, parce qu'on a été sur le terrain, on a vu ce qui est en train d'être fait, notamment à l'UPEN et à l'UNIKIN et ailleurs. Mais je voudrais quand même, Monsieur le Ministre, piquer ma curiosité sur l'échéance quant à la récupération des parties un peu pacifiées par les pays frères qui sont venus. Apparemment, seul l'Angola a eu les cutis de son Parlement comme pour venir en frère, nous venir en aide. Comparé aux autres, notamment les Ougandais, les Sud-Soudanais ou les Burundais. Deuxième question. Excellence, Monsieur le Ministre, nous sommes à 9 mois de l'organisation des élections générales en RDC. C'est un rendez-vous important. Nous avons 26 enfants, dont 2 sont malades. Le Nord Kivu et l'Ituri. Ce n'est pas toute la province du Nord Kivu. Nous avons Nyiragongo, Massissi et un peu... Nyiragongo, Massissi, Rutshuru. Pour l'Ituri, nous avons Mahagi, Irumu, un peu Djougou. Que faisons-nous? Nous allons aux élections avec les partis où il y a la paix, ou on va laisser ces frères-là attendre, ou on commence d'abord par vouloir pacifier l'ensemble du territoire national qui est la circonscription électorale du président de la République, et puis on va aller aux élections. Même si c'est là, on va dépasser les délais. Je crois qu'il y a des engagements démocratiques que nous avons pris et que nous tenons à respecter. Souvenez-vous de la réponse que le président de la République a donnée à l'occasion de l'interview qu'il a accordée avec le président Macron. Il avait dit au président Macron que l'appui que vous allez envoyer doit servir à permettre à nos compatriotes de retourner dans leur logis de départ. C'est vous dire que pour nous, nous travaillons et nous sommes optimistes que nous pourrons faire retourner nos compatriotes dans leur milieu d'origine pour qu'ils puissent voter à partir de là-bas. Mais entre-temps, ce n'est pas parce qu'ils sont déplacés aujourd'hui qu'ils ont perdu leurs droits. La CENI posait la question à M. Denis Kadima, il vous dira que ces équipes sont en train d'enrôler, y compris dans le camp des déplacés. C'est vous dire qu'au-delà des difficultés d'ordre sécuritaire que nous avons,
nous voulons tenir les objectifs électoraux et nous pensons qu'avec les progrès que nous aurons sur le plan sécuritaire, nous pourrons organiser des élections dans ces parties du pays. Il faut observer, parce que je vous ai dit tout à l'heure, notre scepticisme, autant nous les sommes, autant nous croyons que la stratégie que nous avons prise peut nous permettre de régler la question. Vous avez parlé de l'Angola qui s'est prononcé avec le Parlement. Ici, vous avez le rapport du Parlement kényan. Parce qu'ici, je constate malheureusement que nous tous, nous aimons parler des sujets d'actualité, mais nous n'allons pas en profondeur. Nous ne creusons pas toujours pour aller voir ce qui s'est dit, ce qui se trame, et nous nous limitons parfois dans l'immédiateté des réseaux sociaux. Et lorsque vous suivez ce qui se passe dans les réseaux sociaux, tout de suite, vous tombez dans la manipulation. Nous avons adhéré à la communauté de l'Afrique de l'Est parce que ce que nous apportons à la communauté d'Afrique de l'Est, c'est les plus grands marchés de la région. Mais tout le monde sait qu'en République démocratique du Congo, il y a des problèmes sécuritaires qu'il faut régler. Encore que le problème sécuritaire que nous avons en République démocratique du Congo ne relève pas que de nous. Par exemple, il y a des groupes armés étrangers qui relèvent de la stratégie. Voilà, on va prendre la prochaine question de Patrick Lacoué. Entre-temps, Jordan, je pourrais, parce qu'on m'a transféré le tableau, les tableaux de l'évolution en chiffres, et vous allez faire les calculs vous-même. Hein. En 2019, nous étions à 5,7 milliards. Même chose 2020. En 2021, on était à 8 milliards. En 2022, on était à 11 milliards. Et en 2023, nous sommes à 16,8 milliards. Donc si nous calculons bien, on est à 11 milliards, 19 milliards, 30 milliards, on est à 46 milliards. J'espère que vous allez faire le calcul un peu plus précis là où vous êtes. Comme ça, nous serons en mesure d'avoir les chiffres qui pourra évidemment vous montrer qu'il y a une progression. Je vois Faustin derrière vous, il est économiste, il pourra peut-être vous en dire davantage. Patrick Lacoué, allons-y. Merci, Excellence. Je serai un peu sur un autre terrain qui n'est pas politique, c'est plus diplomatique et sportif et culturel. Combien coûte le passeport congolais? Puisque, à ce jour, il y a certains Congolais qui arrivent même jusqu'à dépenser 200 $ pour avoir un passeport. Et sur cet aspect, combien le ministère des Affaires étrangères dispose d'imprimantes pour imprimer ces passeports? Ça, c'est, Comprenez que je ne serai pas en mesure de vous répondre de manière précise à cette question, parce qu'elle entre véritablement dans les compétences de mon collègue, les prix du passeport, les détails notamment en termes d'imprimantes et des capacités d'en produire, je ne saurais pas vous répondre. Mais comme le VPM Lutundu est un habitué du briefing, peut-être que sur ces questions spécifiques, nous les ferons venir et vous aurez l'occasion de les lui poser. Merci, Excellence. Pour la deuxième partie de mon intervention, c'est les Jeux de la francophonie. Nous sommes à quelques mois, précisément 2 mois, d'organiser ces Jeux et de remettre les clés d'organisation de ce jeu. Est-ce que nous sommes prêts à revoir les infrastructures telles qu'elles sont ou telles qu'elles sont en ce moment-ci? Est-ce que nous sommes prêts à accueillir ce grand rendez-vous de la jeunesse francophone? Les infrastructures, dans les délais prévus, nous serons prêts. Parce que ceux qui étaient avec nous aujourd'hui à l'Unikin, vous avez vu par exemple la piscine qui a été aménagée, une piscine de 55 mètres de long et de 4 mètres de profondeur. Vous avez vu que les homes qui serviront des chambres sont presque prêts, parce qu'il y a même des lits qui sont déjà en train d'être placés. Il reste des petites questions des tuyauteries et de la finalisation de canalisation. Je pense que dans les délais attendus, nous serons prêts pour accueillir ces grands rendez-vous. Il faut vous souvenir qu'il y a quelques jours, le Premier ministre au Palais du Peuple a lancé, a dévoilé les logos des Jeux Massano. Vous avez vu qu'il y avait récemment le kit de Lilian Thuram. Et même ici à la télévision nationale, nous nous activons parce que la RTNC sera les diffuseurs hôtes pour que nous puissions être prêts à ces grands rendez-vous. Je pense que dans cet ordre-là, je devais d'ailleurs ce soir avoir une réunion, être associé à la réunion que préside le Premier ministre en ce moment pour aborder les sujets justement. Je pense que dans les jours qui viennent, on pourra organiser un briefing spécifique sur la question de l'organisation de la francophonie. Mais avant cela,
Je voudrais qu'on aille sur le terrain, nous tous, pour que nous puissions voir les sites qui ont été choisis, comment ils évoluent, parler aux entrepreneurs et voir dans quelle mesure on pourra, en ce moment-là, dire si nous serons prêts ou pas. Mais nous pensons que nous relèverons les défis comme nous avons relevé les défis de l'arrivée du pape en République démocratique du Congo. Merci. OK, prochaine question, Béléchi. Merci, Monsieur le Ministre. J'aimerais savoir comment se passe l'exploitation des minerais dans des zones qui sont sous contrôle du M23. Est-ce que vous avez suspendu? Parce qu'on craint qu'on continue l'exploitation et les minerais vont ailleurs. C'est ça ma préoccupation. Bon, écoutez, vous revenez encore sur une question spécifique. De toute façon, je veux vous donner une réponse satisfaisante dans les jours qui viennent parce que je suis en train de travailler à produire les deuxièmes tomes du livre blanc qui va se focaliser sur l'exploitation et les raisons économiques de cette guerre. En ce moment-là, on pourra vous dire, mais je me référerai à ma collègue de mine pour savoir qu'est-ce qui est mis en place pour que cette question puisse être réglée. De toute évidence, ici, il y a une volonté claire pour nous. Nos minerais, il faut les tracer. Nos minerais, il faut les authentifier. Mon collègue Nicolas Kazadi, de passage à une conférence à Lausanne, a dit que nous avons, que le Rwanda aurait engagé $1 milliard, parce que de toute façon, les minerais qui sortent de cette partie du pays transitent par les Rwandais et qu'ils prélèvent des pourcentages dessus. Vous avez vu qu'on a lancé le processus de primaire à gold. Dans la partie du Sud Kivu, nous travaillons à la traçabilité de minerais qui sont produits par là. Nous allons continuer dans cet ordre pour être sûr que nous endiguons ces trafics et que les Congolais bénéficient de l'intérêt d'avoir ces substances minérales dans le sous-sol. On va prendre la question de Lusakumunu et puis celle d'Alfred Ishaku. Alfred, d'Environ News. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. On a vu, je ne sais pas, ce matin ou hier soir, le communiqué du facilitateur du processus de Nairobi, qui appelait à la réintégration du M23 dans la phase 4 de consultation, étant donné que le retrait de ce mouvement a été constaté et vérifié par les mécanismes ad hoc sur le terrain. Kinshasa est-il prêt à réintégrer le M23 après toutes ces escalades? Ces mouvements terroristes aux ambitions démesurées en 2013 sera-t-il traité comme tous les autres groupes armés ou il y aurait éventuellement d'autres arrangements politiques qui seraient au-delà du processus de PDDRCS? Et sur quels termes Kinshasa va négocier particulièrement avec les pourrait négocier particulièrement avec les M23? Et toujours au sujet du processus de Nairobi, quelle suite réservée aux mouvements Codeco qui ont continué à faire couler le sang tout en étant souscripteurs au processus de paix de Nairobi? Je pense qu'ils ont été exclus du processus de Nairobi. Je pense que c'est ce que le professeur Serge Tibang m'avait dit, et d'ailleurs avec le M23. Écoutez, nous vous disons depuis le début qu'il est exclu à notre niveau de donner une prime à la violence. Ce n'est pas parce que le M23 a repris les armes qu'ils ont montré combien ils pouvaient endeuiller nos populations qu'il faut avoir un traitement particulier. Lorsque les facilitateurs parlent, évidemment, sur le retrait, vous avez vu que nous ne voulons pas aller très vite, nous voulons attendre et voir que cela se consolide sur le terrain, mais si les facilitateurs parlent de Nairobi 4, mais dans les Nairobi 4, il y aura la suite du processus qui a commencé. C'est donc dans ce cadre-là que nous trouverons la solution, parce qu'ici, il est prévu, dans le cadre du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et sociale, et oui, je pense, ouais, réinsertion communautaire et stabilisation, il est prévu que tous ces membres qui sont dans les groupes armés regagnent la vie civile. Et donc, tout se fera dans ces cadres-là. Donc, il ne faut pas avoir des illusions, et d'ailleurs, l'Assemblée nationale nous avait déjà fait une recommandation à ces propos, pour que ceux qui y ont pensé répondre par les armes ou agir par les armes ne puissent pas être réintégrés au sein de forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, à ce stade du processus, nous voulons d'abord voir le retrait se consolider sur le terrain. Nous voulons voir cela et par après, dans le cadre du processus qui est prévu, le président Kenyatta va agir de concert avec les équipes qui sont les nôtres pour trouver des solutions. Et d'ailleurs, votre question me rappelle une question qui m'a été posée: si le gouvernement congolais
négocie avec le M23, mais je suis tenté de reposer une autre question. On négocie avec le M23 où? Qui négocie? Il devrait y avoir des images parce que de nos jours, plus rien ne se cache. La position du gouvernement est bien connue à ces propos, mais nous sommes dans le cadre des efforts de pacification du processus de Luanda, où je l'ai dit précédemment que le président angolais ou les présidents burundais ont des contacts avec les M23. Les M23 a été reçus à Luanda. Peut-être dans ces cadres-là, il y a eu des discussions qui ont précédé ces processus de retrait. Mais nous, le gouvernement de la République démocratique du Congo, nous restons fermes sur notre position jusqu'à ce que ce que nous attendons sera fait. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je voudrais poser la question de savoir, les chefs de l'État avaient lancé le programme 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Monsieur l'Environnement. Oui. Alors, je voudrais savoir où est-ce que nous en sommes. Nous n'en avons pas parlé dans les briefings, dans le Conseil de ministres de vendredi. Et donc, c'est clair que ma collègue Bazaïba sera plus outillée pour vous dire où est-ce que nous en sommes. Mais tout ce que je peux vous rappeler, c'est que la République démocratique du Congo, c'est un pays solution qui a pris des engagements en matière de climat et dans le cadre de notre CDN, nous allons travailler. Je ne saurais pas vous faire l'évaluation maintenant, vous dire si on a planté 1 million, 200 millions ou 300 millions d'arbres, suivant ce qui avait été dit. Merci. Merci, Faustin Kodiasala. Merci, Monsieur le ministre. Je voulais juste revenir, c'est vrai que quand on parle de situation sécuritaire, on est plus porté vers ce qui se passe à l'Est. On oublie qu'à côté de chez nous ici, dans les grands Bandundu, il y a des tensions évidemment dans le Kwamut et surtout à Bagata. Mais ma question c'est par rapport plus à la dernière déclaration du président de l'Assemblée nationale qui n'a pas mâché le mot et qui a dit clairement que par rapport à tout ce qui se passe déjà à Kwamut et qui s'étendrait même déjà au niveau de Maluku, là on est déjà dans la ville de Kinshasa, et qu'on serait sur le point de perdre la ville. C'est très gravissime comme déclaration. On peut comprendre qu'il y ait une guerre à 2000 km, mais là ça se passe juste à la porte de Kinshasa. Une fois en Conseil des ministres, vous nous avez fait part d'une main noire qui serait derrière ce qui se passerait à Kwamut. Est-ce à dire que cette main noire a ressurgi? Est-ce à dire que le gouvernement n'a plus le contrôle total de ce qui se passe réellement dans les grands Bandundu? On voudrait en fait comprendre. Je ne sais pas dans quel cadre ni dans quelles circonstances le président de l'Assemblée l'avait dit, mais au moment où je vous parle, les vice-premiers ministres Peter Kazadi préside une réunion de sécurité, d'ailleurs à laquelle prend part le vice-premier ministre, le ministre de la Défense, pour parler spécifiquement de la situation sécuritaire à Kwamut. Vous savez, en Conseil de ministres, et c'était le cas le vendredi passé, nous parlons de la situation sécuritaire dans tous les pays, dans toutes les provinces. Ce n'est pas seulement la question de Kwamut, mais c'est aussi la question de la situation sécuritaire dans les autres provinces. On parle de Lubumbashi, on parle de la recrudescence du phénomène Kuluna à Kinshasa, qui font l'objet d'une délibération et qui font l'objet d'un suivi étroit de la part du gouvernement. Ici, sur la situation sécuritaire à Kwamut, nous avons fait le point ici avec ma collègue, la ministre près le président de la République et le vice-ministre de l'Intérieur, Moulipe, qui était en charge du suivi de ces processus. Nous avons plutôt enregistré de progrès parce qu'il y a beaucoup qui ont rendu les armes et qui ont accepté l'appel à la pacification qui avait été lancé. Mais il subsiste toujours des problèmes parce qu'il y a toujours des réfractaires dans un processus où certains ont pensé que les armes et la violence étaient une manière pour eux de vivre. Il y a des résidus qui s'enferment dans les forêts, qui font des attaques sur les fleuves, qui font des attaques sur Maluku. Je pense sûrement que le président Bosso en a parlé un peu comme pour appeler à une plus grande implication, à un plus grand suivi. Mais je ne pense pas qu'il y a des inquiétudes particulières à avoir sur la sécurité dans ces dimensions-là dans la ville-province de Kinshasa. La question est suivie de près et d'ailleurs il y a des escadrons de la police qui ont été déployés spécifiquement dans cette région. Je me référerai à mon collègue Peter Kazadi, mais pourquoi pas un jour, bientôt, l'inviter le temps qu'il
qui prenne en main tous ces dossiers pour parler dans les détails de cette situation, parce que c'est une situation qui suit de près. Alors, bref, monsieur le ministre, sur qu'il est, la ville est protégée, c'est ça? Bon, écoutez, il faut, dans le cadre du travail qui est le nôtre, nous devons nous assurer de la sécurité de chaque Congolais. Et donc, si de ce point de vue il y a des difficultés, nous ne pouvons pas dire circuler. Nous ne pouvons pas banaliser une question qui a causé autant de morts. Nous ne pouvons pas banaliser un sujet qui a handicapé ou qui a occasionné des difficultés, par exemple, pour l'enrôlement des électeurs. Vous savez que sur ces sujets-là, il y a des procès. Il y a l'auditeur général nous avait fait le point. Il y a plusieurs officiers supérieurs qui ont été arrêtés sur la base des informations qui sont revenues de ce côté-là. Les moments venus, il était d'ailleurs prévu que nous fassions de chambres foraines pour que, pour l'exemple, tout le monde soit édifié, parce que nous pensons que c'est la justice qui permettra aussi d'empêcher la survenance d'autres problèmes. On va prendre la question de Clément Mwamba et puis nous allons vers l'atterrissage avec la question en Lingala. Merci pour la parole, Monsieur le ministre. Ma préoccupation, c'est de savoir, il a été établi dans un rapport de groupe d'experts des Nations Unies que l'Ouganda avait également servi de base arrière au M23. Mais nous avons vu dans l'arrivée des éléments de la force régionale, l'armée ougandaise arriver. Qu'est-ce qui fait que le gouvernement congolais continue de faire confiance à l'armée ougandaise alors qu'il a été établi qu'il y a eu aussi collaboration entre l'Ouganda et le M23? Bon, écoutez, il y a des difficultés évidemment sur ces sujets-là, parce que lorsque vous regardez par exemple les tweets du fils du président Museveni, ça ne concerne pas que la RDC, hein, ça concerne les Kenyans. On sent qu'il y a une forme de comment dire, des doubles, je sais pas, centres d'instruction, etc. Mais je vous ai dit tout à l'heure que le chef d'état-major de l'armée ougandaise est à Kinshasa. Il était là depuis hier et demain, je pense qu'il y aura des visites à Beni, parce que, je les renseigne d'ailleurs quelquefois dans mes comptes rendus, il y a des militaires ougandais qui meurent au Congo dans la lutte contre les ADF. Ici, nous ne voulons pas aller dans des considérations pour dire est-ce qu'il y a la confiance ou pas, mais ici, il y a des objectifs dans lesquels nous sommes engagés. Il y a des objectifs qui sont ceux de combattre les ADF, et de ces points de vue, nous connaissons de progrès. La difficulté, lorsque vous combattez des terroristes comme les ADF, c'est que lorsque vous connaissez des progrès, ils viennent en représailles en s'attaquant à des paisibles populations, et lorsqu'ils commettent ces massacres, ces crimes odieux, ils s'assurent d'en faire une large publicité. Et comme par malheur, ils trouvent toujours de relais sur les réseaux sociaux. Sur les processus de la force régionale, évidemment, il y a des par l'attitude, il y a des appréhensions à notre niveau, mais ici, il y a des engagements qui ont été pris au niveau régional, et que chaque pays doit s'assurer de sa part de responsabilité. Je pense que toutes ces questions ont figuré dans l'agenda des discussions entre les deux chefs d'état-major généraux, parce qu'il est question de dissiper toute forme de malentendu pour nous assurer que nous atteignons l'objectif principal qui est celui de combattre les ADF d'une part, et celui de s'assurer que l'Ouganda assume sa mission dans le cadre de la force régionale pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC. Voilà, on va prendre la question. Allez-y, venez, notre ami de la prospérité. Patrice Boto, ce sera au prochain briefing, sûrement mercredi. J'ai vu Gustave Kalenga nous gêne pour la première fois. Ce sera aussi au prochain briefing, sauf s'il y a une question qui vous pince. Patrick, venez. Les deux doyens caïmans commenceront, si je peux me permettre, les questions au briefing prochain. Fabrice, on va terminer avec vous en Lingala. Allez-y. Merci beaucoup, Excellence, pour la parole. Gloire Féfère et je rappelle les noms. Une petite question d'actualité en rapport avec la journée du 6. Nous avons vu le communiqué circuler. Juste une précision là-dessus, ça sera férié ou non? Ce sera férié. Je pense qu'il y a une ordonnance qui a été prise. Et c'est une ordonnance qui a été discutée déjà en Conseil de ministres il y a plusieurs mois, parce que le président de la République s'y était engagé. Vous savez ce que représente pour nous le prophète Simon Kimbangu. Et je pense que c'est une journée qui est méritée pour toute la communauté kimbanguiste et pour ses dignes fils d'Afrique. Donc je peux confirmer cela. Merci. Merci, Excellence. Ma question va dans le même sens, mais cette fois-ci c'est pour
cherchais à savoir qu'en est-il de la demande faite par l'église kimbanguiste d'élever le prophète Simon Kilombangu au rang d'héros national, même titre que Kabila Lumumba. Écoutez, je ne suis pas au courant de cette demande, mais je présume que si elle a été formulée, elle doit être en étude au niveau du cabinet du président de la République. Et donc le moment venu, parce que les ordonnances sont connues publiquement, cela sera proclamé. Mais je pense que lorsqu'on lui réserve une journée entière, c'est dire le respect que nous avons pour le combat qu'il a porté à la fois dans la dimension spirituelle et politique que cela a représenté dans le contexte de sa mort et de son emprisonnement. Voilà, on va terminer avec Fabrice sur les questions en lingala. Matoni mingi molobeli ya mbula matari ekolo Congo démocratique mwana mboka Patrick Muyaya mituna ezali mwa misato na lombango komuna mampinga ya EAC na monela ekolo Congo démocratique kosala obeba selfie na ba mampinga mususu ya Uganda elingi kolakisa message d'une oba kopesa olobi EAC na Uganda pardon na ba M23 ça la selfie surtout porte-parole na bango ou à lobby que tango ba ko tika bisika o ba botoraki soki mampinga ya RDC ba meki ko pusana ba longo na position na bango c'est-à-dire ba ko attaquer bango politique nini oyo bino botie en place pour na ko contrôler pe mampinga oyo ba uti na bikolo mususu pour na ko ya ko sunga mampinga ya RDC. D'abord avant o pesa motuna no mususu na rokato na mokusie po aneza makamba lokuta. Il faut koyeba ke ba mapinga onyosu ba ye ndenge na limbolaka awa ba ye ko appuyer ba force ya biso. Comment yo koki ko concevoir nga na invité na ndako nanga yo pekisanga kokota na ndako nanga oyo tozo luka lelo tozo luka kinya lelo biso ba force na biso bazo bundana banani bazo bundana ba M23 RDF ba mapinga o ba ye balobi biso tokoya tokozala liboso na bango to ceux qui ont progressé, bango ba se retirer, bino mapinga ya Congo boye pour na osala musalo ya bino. Parce que ceux qui ont mapinga na biso, na ba oana liboso, torbeta na masasi. Yangonde déjà situation oyo tolingi ko régler. Donc ba onyo sobo monyo na topé boyo ki za ba biloko il faut pas kolanda parce que za ba propagande ya bato bazolinga ko semer division en interne pe bato bazolinga ba boma confiance oyo biso il faut tozala nango na sima mapinga na biso. Parce que tous na bandeko na biso bakufaka mikolo nyonso mpona kobatela ekolo. Mopelengano nini oyo bino bokotia na misala mpona kobatela bongo bakonzi ya Congo démocratique en dehors ya pays. Ndakisa komona ndeko konzi ya CESAC mwana mboka Christian Bosembe o basilaki bongo ko bete lokutu et na bino bakonzi ya Congo démocratique kosala soni mpona kokitisa mokonzi moko ba beti lokutu na baimboka na ye e na ekolo ya bapaya eza makambo soni ke bo attaquer moko ya bino d'abord azala mokonzi te et puis bozui bosali yango netika ba terroriste bozui pe ba image bokaboli bozui pe bilongi bolakisi biso tolobi na sololaki na ndeko Bosembe lobi na soli ne pe lelo apportaki plainte na loba ki soki bolanda ki lobi ke toko travailler na ba autorité française parce que to cité to tuni bango ba yebi pe kawana toko sala suivi po ba oyo ba lakisi ke bakoki ko braver à la fois l'état congolais na l'état français ba juger bango pour l'exemple parce que to be banana biso ke yoza gauche ngana za droite mais to simba na nzoto te parce que message ya violence wana bazo pesa ba conséquences oyo koyela bango et koleka même oyo ampleur ya ba acte ba posé. Donc oana il faut ezala clair tout ça la opposition na biso tout soit na biso mais ko simba na nzoto pe ko mema humiliation ndenge balinga ki ba humilier ndeko Bosembe eza mabe makasi et puis bato nyonso bazolanda biso ba compatriotes nyonso bazolanda il faut ba dénoncer ba attitude wana président Tshisekedi ali awa toza na contexte démocratique biso awa kutu na Kinshasa loko nini ba lo barate awa président Tshisekedi azali awa batu ba critiquer awa na Kinshasa babiso ato critiquer na est-ce que pour autant tozwaka non to beta tel message au nini bango baninga ki ba passer na mokili parce que nazote ka secrétaire mokolo président Macron ayaki na bandal nakendaki na ye na aéroport président Macron atunaki nga na mutuka
alobi pona nini ba Congolais à poto bazara violent. Nabi se ba Congolais na poto bazara violente. Eza groupe moko ya batunikie parce que soki botali bango bakoki pe 50 te. Ata baza 50 mais baza représentatif ya ba Congolais nyonso oyo bazalaka na poto te. Na lobi soki basalaka violence eza po bino botika kabango. Lelo, comment vous pouvez expliquer, Monsieur le Président Macron, vous avez dit place à Paris, et ça place aux artistes congolais, ça la rayonnement na bango. Vous avez dit série mon quoi, hein, mon quoi Betty Zénith, mon sous Betty Olympia, mon quoi Betty Bercy, mon sous pas Betty Bercy. On avait banalisé toutes les salles françaises, musique n'a bis au top. Lelo musique n'a bis zonga sima parce que Kofi Olomidar ou le Banazan à concert, Tofali Poupa, préfère mon quoi Kokoma. Abi risque sur la sécurité. Nous pensons que cette fois-ci, oh salami lelo, et un exemple, oh il faut tout l'amener la bien à l'autorité française, na volonté na bango de régler les problèmes de sécurité sur les territoires causés par des Congolais. Parce que lelo ce qu'il fallait pour pato, Kofi Olomide alobi, il faut na beta Bercy. Bako autorisé ou pas? Bato yo babo ya kaba beta, basa la rapé ba vidéo. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui ceux qui de travailler de manière étroite na ba autorité française, tous un exemple il y a un président Bosembe où tu s'assurer bisogno sur que justice est salama, tout le monde a peu bonne foi na bango par rapport à cet aspect-là justement, parce que bazana ba service au ba qui ko rechercher peu ba luka moyen pour biloko anesi là. Au moni comment le président Macron a koki ko tuna motuna wana. Et là kisi ke biso ba congolais, certains d'entre nous ba comportement to affichaka to bebisaka image mboka. Là bo sali bongo bino bokanisi bo humilier mutu moko to bo attaquer mutu moko. Mais ba autorité française ba komona bino ndenge nini. Ceux qui ba lobi ba zwa bino na utaki ki la poto kala mingi te. Non kay motema pasi parce qu'il y avait dans l'avion une compatriote azaki kozonga refoulé. A kotaki banzela Turquie à Grèce na bitenenga koma ki wana refoulé kolela. Donc tout celui que tu n'as pas qui passe pour la pour nakokitise moi motema. Obi passi o esala ka ceux qui ba refoulé. Bango ba sali bongo. Ba koma ba français to baza ba congolais. Ceux qui siko ba lobi non aux français ba sali déchéance ya nationalité. Ba tio na avion ba zomiso na Kinshasa. Bandeko na o ba kolobani. Donc lelo message nazo sala ba compatriotes na biso oyo baza na poto bayo kanga malamu. Congo eza mboka na biso nyonso. Bokoki koza na bino na kanda contre biso ba Patrick Mouya ya ba biso toza na gouvernement. Kasi kanda na bino il faut pas eleka bolingwa Congo o il faut bozala nango. Leur bo sali bongo bo bebisi image ya mboka na mboka bapaya. Parce que ba diaspora mususu pe bazali wana bazotala bazomona. Toza pe na bana, toza pe na bilenge bazali koya. Totika kopesa image que Congo na France tope wapi bisonde toza ba champion na makambo amabe makambo à violence. Yango, on espère que justice sera faite pour que pour l'exemple makambo ana e bandela malisusu te. Yamarosukisa mutuna moko bilinga sairema kina Lubumbashi na kati ya Lapulusu na bayi lingomba ya politique ina def j'espère ina fek boni likambo yango po moko pe ya bayi sénatrice alobi nde ba pulusu babetaki bango ba gaz et puis ba koyi na mai misusu ba monité. Bon, je crois que lobi na pourquoi na solo la ki na gouverneur Jacques Kiabula Katu. Na solo la ki na epona tunae makambwana comment ça évolue. Je me permets spécialement pour Tuni Motuna wana na ko partager bino pour communiquer za moment mulai maena tangangote. Mais kasi na communiquer wana à lobby, les enquêtes judiciaires sont menées pour déterminer les responsabilités des uns et des autres et les présumés auteurs qui font déjà l'objet de poursuites judiciaires. Le Conseil provincial de sécurité, tout en déplorant cet événement malheureux, présente ses condoléances les plus émues aux familles éplorées. Dans les communiqués, ils disent, en rapport avec les événements du 23 mars 2023, le Conseil provincial de sécurité a institué une commission ad hoc
pour enquêter sur les incidents malheureux survenus au niveau du pont jeté sur la rivière Naviundu. D'arrache-pied, la commission, après avoir enquêté, a déploré 8 morts, parmi lesquels 1 par balle perdue et 7 par noyade, ainsi qu'un blessé en soins intensifs. Par rapport à l'intox qui circule sur les réseaux sociaux, pour des raisons inavouées, des positionnements et récupérations politiciens, le Conseil provincial de sécurité met en garde tout détracteur et se réserve le droit de poursuite à tout récalcitrant et fustige ses comportements tout en appelant la population au calme et lui demande de faire confiance au gouvernement qui travaille pour le retour de la paix et de l'unité prônée par le président Tshisekedi. On a tangé les binons et a communiqué au gouverneur Kiabulaka Tuatine la Kingalobi. Au moni na makambo union sezoleka, il faut aux aranamote mapio. Surtout lorsque bozo mona makambo na ba réseaux sociaux. Pour na ba réseaux sociaux, bon on a rappelé ba montage et salamaka. Je ne dis pas que Zaka pour na makambo et l'équipe parce que dans mon équipe reportage moko, il y a RTNC à ces sujets-là. C'est pour vous dire que Bicholaire Tozo Salaba Briefingo de manière régulière. C'est parce que nous voulons que vous puissiez être nos alliés pour donner la bonne information. Parce que lorsque vous ne donnez pas une bonne information, elle peut avoir des conséquences sur la sécurité et sur le bien-être de toute la communauté. Nous, comme gouvernement, on a pris l'engagement de combattre vigoureusement les fake news. Nous les faisons avec vous et d'ailleurs bientôt avec mon collègue du numérique, on va établir des contacts, c'est déjà d'ailleurs en cours, naba responsable à Twitter, Facebook, topé YouTube, pour tout s'assurer que les réseaux sociaux en a tomé ma modération. Ba discours, il y a ba haine, babilo quoi ba violence, babilo quoi lokuta, tout dénonce pour que progressivement nous puissions nous protéger et protéger nos enfants. Voilà, c'est sur cette note qu'on va terminer l'exercice de ce jour. Nous allons revenir dans le meilleur délai pour aborder d'autres sujets d'importance capitale, mais ici, je tiens à vous rappeler encore une fois la détermination et l'engagement du président de la République et de tout le gouvernement de ramener la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Tout ce qui s'est fait pour le moment à l'est de la RDC concourt dans le cadre de cet objectif et le président de la République qui a lui pris le pari de protéger chaque centimètre carré de notre territoire national y veille. Ne vous laissez pas entraîner par des campagnes de manipulation qui circulent sur les réseaux sociaux. Il n'est aucunement possible d'interdire aux forces armées de la République démocratique du Congo de faire leur travail sur les territoires de la République démocratique du Congo. Je vous remercie et vous souhaite une très bonne soirée.